sécurité, à du web marketing. Voilà. J'en termine là-dessus et on enchaîne avec le programme du jour. Donc aujourd'hui, on va parler de Facebook. Cette session, elle s'adresse à des personnes qui connaissent déjà un peu l'outil Facebook, qui gèrent déjà une page. L'idée, c'est de venir approfondir un peu ce que vous connaissez déjà de Facebook, c'est-à-dire parler de l'algorithme et essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est si important d'en tenir compte. On va aussi parler d'outils pour programmer les publications et on va beaucoup parler de contenu, de comment est-ce qu'on fait pour publier un bon contenu qui fonctionne bien. On parlera un petit peu de statistiques et on terminera en parlant de la gestion de publicité. Je ne rentre pas plus dans le détail maintenant et on ira au fur et à mesure dans ces différents sujets. D'abord, je veux commencer par vous parler de l'algorithme. Alors, moi, quand on me parlait, en étant très mauvaise en maths, quand on me parle d'algorithme, j'ai le cœur qui palpite. Et je me dis, mon Dieu, c'est un sujet horrible. En fait, pas du tout. Quand on parle des algorithmes sur les réseaux sociaux, alors s'il fallait en concevoir un, on serait bien embêté. Par contre, pour le comprendre et comprendre comment il fonctionne, là, c'est tout de suite beaucoup plus abordable et beaucoup plus simple. Et vous allez le voir tout de suite. Alors, on va parler de l'algorithme Facebook, mais il fonctionne à peu près de la même manière sur l'ensemble des différents réseaux sociaux. La vocation d'un algorithme, c'est de faire en sorte que l'utilisateur bénéficie du meilleur contenu, de la meilleure qualité possible. Donc, notre algorithme, il va gérer un peu toute l'organisation et la diffusion des informations sur les réseaux et il va faire en sorte de proposer des infos qui seront pertinentes pour chacun des internautes, pour chacun des utilisateurs. Son objectif, c'est vraiment que l'utilisateur passe le plus de temps possible sur notre réseau social parce que c'est leur business model, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire en sorte que les utilisateurs passent beaucoup de temps sur ces réseaux pour pouvoir capitaliser sur de nombreuses données, pour pouvoir ensuite proposer aux annonceurs de faire de la publicité sur ces réseaux-là. Donc, l'algorithme, il va notamment gérer l'ensemble des suggestions d'amis, l'ensemble des suggestions de pages, et puis c'est lui qui va venir organiser un petit peu tout ce qui va se passer dans votre fil d'actualité. Ça, c'était pour pour la raison d'être, pour la vocation de cet algorithme. Pardon. Il va reposer sur 4 composantes. Il va y avoir déjà une forme d'inventaire qu'il va prendre en compte, c'est-à-dire qu'il va faire la liste de tout le contenu qui est disponible sur le réseau. Il va ensuite regarder quels sont les signaux envoyés par les utilisateurs. Il va analyser scrupuleusement quels sont les intérêts marqués pour le contenu. Ensuite, il va faire des prédictions, il va prendre en compte les différents intérêts des personnes et il va identifier que Sophia, elle adore les chatons. Donc, dans le fil d'actualité de Sophia, on va lui présenter régulièrement des publications avec des chatons parce qu'on se doute que c'est ça qui va la faire rester plus longtemps sur le réseau social. Ensuite, on va avoir une notion de critère de pertinence qui va rentrer en compte. C'est-à-dire que chacune de vos publications, elle se voit attribuer une note globale en fonction de est-ce que cette publication, elle est pertinente ou pas. Et c'est cette note globale qui va définir si votre publication sera plus ou moins diffusée dans le fil d'actualité de vos abonnés et de votre réseau. Un petit schéma qui fait un peu peur, qui illustre un tout petit peu mieux le fonctionnement de cet algorithme Facebook. Qu'est-ce que l'algorithme y prend en compte pour rendre une publication plus ou moins visible dans le fil d'actualité? Il faut savoir que sur votre page, vous avez environ 8% seulement de vos abonnés qui vont voir votre publication, votre dernière publication dans leur fil d'actualité. Donc c'est-à-dire que sur 100 abonnés à votre page, il y en aura 8 qui verront une nouvelle publication apparaître dans leur fil d'actualité. Pourquoi? Parce que justement cet algorithme, il va gérer un peu la diffusion. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir tous les contenus qui sont publiés par les pages qu'on va suivre. Il va y avoir une sélection qui sera faite. Et comment est-ce que cette sélection elle est faite? En prenant en compte les différents critères que vous voyez à l'écran. Il y a l'intérêt de l'utilisateur
par rapport au créateur de la publication. Si j'ai l'habitude d'interagir sur les publications de la page de l'ENE, je vais voir quasiment systématiquement les publications de l'ENE apparaître dans mon fil d'actualité. Il va y avoir la performance de la publication chez d'autres utilisateurs. Par exemple, si ce matin, je fais une publication sur la page ENE pour faire la promotion de mon webinaire, si jamais c'est une publication qui suscite des interactions, forcément, ça va prendre en compte ce critère-là pour évaluer que c'est une publication de qualité et cette publication, elle sera beaucoup plus diffusée sur l'ensemble des fils Facebook des différents abonnés de la page. Il va y avoir ensuite les performances passées du créateur de la publication. Si je suis un YouTuber et que j'ai l'habitude de faire des publications qui génèrent un maximum de commentaires, de likes et de partages, bah forcément mes publications, elles seront automatiquement beaucoup mieux et beaucoup plus montrées. Ensuite, il va y avoir le type de publication que l'utilisateur préfère. C'est-à-dire que si moi, Anaëlle, j'ai l'habitude de réagir sur des vidéos, l'algorithme de Facebook va automatiquement me montrer plus de vidéos que de photos ou d'autres contenus. Et puis, il y a évidemment une notion de récence qui va rentrer en ligne de mire. Évidemment, on vous propose des publications de manière chronologique. À propos du flux de publication, je termine en refaisant le lien sur la note de pertinence dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, il y a eu une grosse refonte qui a été faite en 2018 qui fait que, au départ, quand on communiquait sur Facebook avec une page, on arrivait encore à avoir un peu d'interaction. En 2018, Facebook s'est un peu racheté une conduite, ils ont modifié le fonctionnement de l'algorithme et ils ont décrété qu'à partir de maintenant, les échanges entre les personnes vont être privilégiés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les publications de vos amis, de votre famille, vous allez les voir beaucoup plus régulièrement dans votre fil d'actualité que les publications des pages que vous suivez, tout simplement. Il y a une notion de on est un réseau social, notre vocation c'est de rapprocher les gens et donc on pénalise un peu les publications des pages. Ça a aussi été décidé parce que le business model de Facebook, c'est de vendre de la publicité aux annonceurs. Et donc pour ça, quand on est une entreprise et qu'on a une page entreprise, au bout d'un moment, quand on veut se rendre visible, on est obligé quelque part d'acheter de la publicité. C'est un peu les travers du système. Et ensuite, ce que je voulais vous dire sur la notion de pertinence, c'est que chacune des publications, elle va recevoir une note globale, on va voir les critères juste après, et il va y avoir une sorte de classement entre les interactions. Il y a deux types d'interactions. Il y a ce qu'on appelle les interactions actives, réagir, donc liker, commenter et partager. Et il y a les interactions passives, survoler, cliquer, regarder. Plus une publication va générer d'interactions actives, meilleure va être sa note globale et plus elle sera diffusée. Donc, quand vous créez du contenu, ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il ne faut pas se contenter juste d'un message neutre sur lequel les gens ne réagiront pas. Plus vous aurez de réactions et plus vos contenus seront montrés à vos abonnés et du coup, par extension, au réseau de vos abonnés. C'est comme ça que se passe le phénomène de viralisation. Les différents critères qui vont vous permettre d'avoir une bonne portée des publications. La portée des publications, c'est ça, c'est la puissance de diffusion des publications. Enfin, c'est la diffusion des publications et puis une bonne portée, c'est une bonne puissance de diffusion. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le reach, que vous voyez en haut là en haut dans mon titre. C'est un terme dont on parle souvent en web marketing. Si vous voyez ça passer dans des articles, vous saurez que le reach, c'est tout simplement la portée des publications. Donc, ce qui va déterminer la note, et on terminera là-dessus, c'est le temps moyen que les gens vont passer sur un contenu, notamment sur une vidéo, le partage des liens, et notamment via Messenger, ça c'est quelque chose qui booste beaucoup. Si jamais une publication est partagée, automatiquement l'algorithme va se dire ça c'est du contenu de qualité, donc ça je le diffuse beaucoup plus massivement. S'il y a des réponses aux commentaires, et des commentaires de manière globale, il y a le nombre d'interactions qui sont générées dès la sortie du post qui rentrent en compte. Il va y avoir l'engagement global évidemment, et puis ce que Facebook appelle la valeur informative du post, c'est-à-dire un bon ratio entre texte et contenu photo ou vidéo.
Voilà. Donc ça, c'est les différents critères. Alors évidemment, il y en a d'autres, et puis c'est pas une science exacte. Les algorithmes, c'est un peu une science obscure qu'on essaie d'analyser en fonction de ce qu'on constate, mais c'est jamais une vérité absolue. En tout cas, c'est des tendances qui peuvent vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser votre page Facebook et de bien avoir conscience de ces éléments-là pour pouvoir réussir à faire des publications qui auront une bonne portée. Voilà, je vous l'ai déjà évoqué, simplement bien garder en tête que si vous n'avez pas beaucoup de likes ou pas beaucoup de commentaires sur vos publications, quelque part c'est normal parce que vos publications, elles ne sont pas systématiquement montrées à tous vos abonnés. En moyenne, c'est 8% de fans qui voient vos contenus. Est-ce qu'à ce stade-là, on a des questions avant qu'on passe à la prochaine partie? C'est un point un petit peu théorique, mais qui me semble quand même important quand on commence à vouloir se professionnaliser entre guillemets quand on dans l'utilisation de Facebook. Alors non, on n'a pas de questions pour l'instant, visiblement. C'est très clair, Anaëlle. C'est Super, tout bon. merci Sophia. Eh ben, on enchaîne parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Je voulais, avant de rentrer dans du concret et avant même de parler de publicité, ce que je voulais revoir avec vous, c'était un ensemble de bonnes pratiques et de recommandations. Et le premier point que je voulais évoquer, c'est une notion qui est vraiment basique, mais qu'on a tendance un peu à oublier quand on utilise Facebook, c'est la notion de communauté. Ce que je veux dire par là, c'est que Facebook, c'est pas, ou pas uniquement en tout cas, un média publicitaire. C'est pas un espace où vous pouvez espérer avoir de bons résultats si vous créez simplement votre page Facebook et que vous vous contentez de diffuser des messages. C'est très bien si vous avez assez peu de temps, mais si vous voulez vraiment développer votre page et passer en mode croissance, il y a cette notion de communauté qui rentre vraiment en compte parce que Facebook et la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont vraiment des médias communautaires. On l'a vu, les pages aujourd'hui, elles ont vraiment beaucoup de difficultés pour rendre leurs publications visibles et ce qu'il faut réussir à mettre en œuvre, c'est une communication communautaire et pas descendante. Ce que je veux dire par là, c'est que votre page, elle doit rassembler et engager un certain nombre de personnes autour de valeurs et autour de centres d'intérêt communs. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il faut bien comprendre que Facebook, pour que ça fonctionne, il ne faut pas l'utiliser avec une logique de je diffuse mon information. Il faut vraiment se dire, je suis là pour partager des choses avec ma communauté, pour partager un ensemble de bons conseils, de bonnes pratiques. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que vous allez réussir à en tirer quelque chose. Donc quand on parle de communauté, ce qu'on va voir derrière, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'interaction, c'est de faire en sorte de vous rendre disponible et ouvert au dialogue, de montrer que vous ouvrez des espaces de partage et de dialogue auprès de votre communauté. Et ça, si vous arrivez à l'appliquer un peu sur l'ensemble de la gestion de votre page, je pense que vous verrez déjà des résultats un petit peu plus significatifs que si vous utilisez uniquement votre page Facebook de manière descendante. Alors, sur une page, c'est pas toujours évident de créer cette dimension communautaire. Dans certains cas et dans certains secteurs d'activité, ce qui peut être intéressant, c'est de créer un groupe spécifique à votre marque ou à votre entreprise ou à votre activité. Par exemple, si vous proposez des cours de couture, par exemple, si vous proposez des produits de beauté, si vous proposez des conseils dans un domaine particulier, si vous avez la possibilité de faire du partage d'expertise. Le groupe, c'est un espace qui s'y prête plutôt bien, à la différence de la page qui, disons que la page, elle va avoir un aspect très institutionnel. D'un côté, je montre ma présence officiellement. Une page, c'est vraiment une vitrine qui s'apparente presque à un site internet et ça a une dimension publique ouvert à tous. Le groupe, ça a un aspect un peu plus communautaire parce que plus restreint. C'est un espace qui est accessible uniquement aux membres d'un groupe. Bon, alors ça peut être prévu au public, ça dépendra des paramètres de confidentialité qu'on aura définis. Mais un groupe bien mené, ça peut être un espace où on va avoir beaucoup plus d'engagement. Donc, s'il fallait résumer un peu l'ensemble des bonnes pratiques, ce serait ça. Ce serait de bien garder en tête que Facebook,
C'est un outil, un excellent outil pour se rendre visible, pour créer sa vitrine, pour transmettre ses valeurs et ses opinions, pour faire du partage d'expériences, pour aller à la rencontre de ses clients potentiels, pour fidéliser ses clients et puis pour en attirer de nouveaux, pour faire aussi une forme de service client amélioré. C'est un outil qui est formidable pour mieux connaître les attentes de vos clients, puisque vous avez la possibilité de leur poser des questions, de leur transmettre des questionnaires, de générer un peu plus de trafic sur votre site aussi dans une autre mesure. Donc, tout ça, c'est des choses qui... ça, c'est la théorie sur le papier, mais pour que ce soit mis en pratique, il faut vraiment que vous, de votre côté, vous travaillez au maximum sur vos cibles, sur les personnes qui sont abonnées à votre page Facebook. On a actuellement le cas là, avec une entreprise que j'accompagne, où on se rend compte qu'en fait, les abonnés de sa page Facebook, ils ne correspondent pas vraiment aux personnes qu'elle aimerait toucher. Donc, c'est vraiment essentiel de se dire, quel est le profil des personnes que je voudrais atteindre? Est-ce que ces personnes-là sont vraiment utilisatrices de Facebook? Si oui, est-ce qu'ils sont plutôt adeptes de photos? Est-ce qu'ils préfèrent les vidéos? Si oui, quel style de vidéo? Est-ce que c'est un public jeune? Parce que les jeunes, ils ont un usage des réseaux sociaux qui est un peu différent que les personnes de 50, 60 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en considération pour votre propre communication. On en a parlé aussi, il faut faire en sorte de générer un maximum d'interactions, il faut faire en sorte d'encourager les interactions, c'est-à-dire répondre aux commentaires, essayer d'avoir un ton et un discours qui va faire en sorte d'encourager les gens à prendre la parole. Il faut soigner votre contenu au maximum. Il faut essayer de créer des contenus qui vont être viraux, qui vont être partagés et repartagés dans le réseau. Et puis, vraiment essayer de travailler autour de cette dimension de communauté. Et on va pouvoir justement basculer sur la dimension de contenu. Et avant ça, j'ai vu que le chat avait bougé. Il y a peut-être des questions. Oui, Anaëlle, on a quelques questions. On a Ribado Dumas qui nous demande quelle est la différence entre privé et public. Au niveau du groupe, vous pouvez le rendre. Alors, il y a plusieurs options. Il faudrait que vous alliez voir pour avoir le détail. Mais, de mémoire, votre groupe, il peut être privé, c'est-à-dire accessible et visible uniquement par les membres du groupe. Il peut être fermé, c'est-à-dire visible publiquement. On peut le trouver. Par contre, ce sont uniquement les membres du groupe qui pourront voir le contenu à l'intérieur, les publications à l'intérieur du groupe. Et puis public, ça veut dire que c'est un groupe qui peut être trouvé et c'est un groupe sur lequel le contenu est complètement ouvert, complètement visible. Voilà. Après, nous avons Sophie qui nous demande si le groupe correspondrait plus à un blog. Pas exactement, puisqu'un blog, c'est un espace qu'on va animer soi-même, généralement seul. Un blog, finalement, c'est un site internet sur lequel on va publier des articles. Mais le blog, ça a une dimension, moi, Anaëlle, j'écris mon blog et je le partage à tout le monde. Le groupe, ça a vraiment une dimension, on est ensemble réunis dans ce groupe parce qu'on a un intérêt commun autour de la lecture et chacun va écrire des contenus, chacun va partager des choses à l'intérieur de ce groupe. Après, nous avons Violaine qui nous dit concrètement, il n'est pas possible de créer une communauté uniquement avec une page entreprise. Si, c'est possible. C'est possible quand on parle de communauté, ce qu'on veut dire par là, c'est de faire en sorte d'avoir des abonnés qui sont engagés envers la marque, c'est-à-dire qui réagissent un peu aux publications, qui posent des questions dans les commentaires. C'est ça en fait cette notion de communauté. Il ne faut pas obligatoirement créer un groupe, mais par contre c'est simplement faire en sorte sur les publications de sa page d'encourager les gens à interagir, d'encourager les gens à poser leurs questions, à partager leur expérience, à partager des photos de leurs produits. Voilà, c'est ça la notion de communauté, c'est vraiment être dans l'échange au maximum. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entendais. Alors après, on a Judith qui nous dit que sa page pro est rattachée à sa page perso. Est-ce que c'est mieux d'avoir une entité différente? Non, c'est tout à fait, c'est très bien d'avoir sa page pro rattachée à sa page perso. Les personnes qui sont abonnées à la page ne verront pas, à moins de l'avoir précisé, mais par défaut, les personnes ne voient pas quelle est la page perso qui administre la page pro. Donc là-dessus, pas de problème du tout. C'est très bien de le gérer comme ça. Alors ensuite, Sandrine nous dit, un profil pro aide-t-il à développer une page et le contenu doit-il être identique?
Je vous déconseille très fortement d'utiliser votre profil. Alors disons que vous pouvez utiliser votre profil de manière professionnelle, un peu à la façon de LinkedIn. Par contre, pour avoir un espace, une entité Facebook au nom de votre entreprise, utilisez vraiment les pages. Ne créez pas un profil individuel au nom de votre entreprise parce que Facebook fait la chasse à ces profils-là. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'un profil, un compte corresponde à une personne, tandis que pour les organisations, les associations, les entreprises et les personnalités publiques, on va utiliser plutôt vraiment les pages. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un profil individuel que vous utilisez de manière professionnelle, ouais, pour étendre votre réseau. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, sur le contenu, je pense qu'il vaut mieux varier. Il faut simplement être logique et se dire que quand on communique sur sa page, on communique en tant qu'entreprise. Et donc, on va donner des infos sur ses produits, sur ses actus, sur des promotions. Tandis que sur un profil pro, idéalement, il ne faut pas partager exactement les mêmes contenus. C'est vraiment cette notion de qualité qu'on abordait tout à l'heure sur l'algorithme. Il faut vraiment faire en sorte d'avoir un contenu qui soit varié et cohérent. Donc, Alexandrine nous demande comment gagner de nouveaux suiveurs si le groupe ou la communauté est privée. Mais ça, c'est vous qui allez inviter des personnes au fur et à mesure à rejoindre votre groupe. Quand c'est privé, c'est vous qui gérez et qui invitez les gens au fur et à mesure. Donc ça peut être sympa pour avoir un côté VIP en quelque sorte. On va peut-être juste faire une pause dans les questions. Je vois qu'il y en a encore un peu dans le chat. Sophia, je Oui, peux il en te reste laisser les. 2. Oui, Ouais, je les je garde vais te au laisser chaud. les garder de côté et puis on les reprendra à la fin parce qu'on a encore pas mal de sujets à passer en revue. Mais on Ça y revient marche. tout à l'heure. Je pense que c'est une réponse aux questions qui vont arriver en fonction au fur et à mesure. Ce dont je voulais vous parler aussi pour enchaîner, c'était sur le contenu. Il y a une devise en marketing qui est celle-ci, le contenu est roi. Alors c'est une phrase qu'on prête à Bill Gates et c'est vraiment la base de tout sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment se dire que qu'est-ce qui va donner envie aux gens de suivre votre page, de s'y abonner, d'interagir avec? Eh ben, c'est la qualité de votre contenu. Alors, on va passer en revue un peu les principales recommandations que je peux vous faire. Premier point, ça semble évident, mais il faut vraiment vous assurer d'avoir une page complète. Une page complète, alors là, l'interface de Facebook a changé, donc j'ai fait des captures un peu plus récentes, mais disons que c'est au minimum un logo et une photo de bannière. Avec votre logo, c'est chouette dans votre photo de bannière de remettre votre logo, vous voyez, pour que ça imprime un peu dans l'esprit des utilisateurs. C'est important de vraiment montrer qui vous êtes et que les gens puissent mémoriser le nom de votre marque et puis votre identité visuelle. Vous avez la possibilité sur vos pages Facebook d'ajouter un bouton d'appel à l'action. C'est le bouton bleu que vous voyez avec la mention acheter. Ça, quand vous êtes en vue administrateur, vous avez un petit stylet à côté, il me semble, ou alors en tout cas dans vos paramètres, qui vous permet de changer ce bouton-là. Vous pouvez choisir en savoir plus, consulter le site, etc. etc. Vous avez la possibilité d'ajouter une rubrique d'avis client. Et ça, je vous recommande vivement de le faire quand on veut euh, travailler un peu sa réputation et son image de marque en ligne. C'est un super outil, il ne faut vraiment pas hésiter à l'exploiter parce que c'est quelque chose qui va rassurer vos futurs clients. D'autant plus là dans cette période de confinement où on ne peut commander que en ligne, la plupart des gens, et moi la première, quand je ne connais pas une marque, je vais regarder ce que les gens en pensent. Et plus vous aurez d'avis clients, et mieux votre page sera montrée, popularisée, référencée. C'est le cas aussi dans Google. Votre page Facebook, elle est publique, donc elle ressort dans Google. Et plus vous aurez une page dense et riche en contenu, et plus vous aurez des avis clients positifs, plus vous ressortirez dans Google. Sur la section avis, c'est également le cas, vous pouvez ressortir, vos avis positifs Facebook peuvent apparaître automatiquement dans votre page Google My Business. Bon, ça c'est un autre sujet, je passe un peu rapidement là-dessus. Vous avez une section à propos qui vous permet, c'est celle qu'on voit en bas à gauche, qui vous permet d'écrire une petite description de votre entreprise. Et bien là, allez-y à fond, utilisez-la cette rubrique. Mettez quels sont les services que vous proposez, quels sont les bénéfices pour le client d'avoir recours à vos services.
Et faites en sorte aussi d'avoir une page qui soit toujours vivante. Je ne vous dis pas de publier tous les jours, mais essayez de publier au minimum une fois par semaine avec des news, avec des actus, avec vos nouveaux produits. Il faut vraiment faire en sorte que quand on arrive sur votre page, on ait envie de la suivre. Et là, quand on arrive sur cette page My Cosmétique, bon, pour peu qu'on soit sensible au sujet, évidemment, mais moi, tout de suite, ça attire mon regard. Faites vos cosmétiques maison, recettes et ingrédients naturels. C'est simple, c'est concis, on comprend tout de suite. On a l'aperçu d'une publication en bas avec des petits emojis. Et ça contribue vraiment à avoir une image positive. Et puis dernier point, sur la section à propos, vous avez un tas de possibilités, donc il faut évidemment renseigner son site internet si vous en avez un, remplir les informations de contact et aussi bien faire en sorte de mettre à jour vos horaires. Ça c'est hyper important. Votre page Facebook, faut bien dire qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas le réflexe de consulter un site internet, ils auront plutôt le réflexe d'aller sur Facebook. Et moi la première, ce que je fais souvent, c'est que je commence par aller voir un site internet et si je trouve que le site internet n'est pas hyper clair, que j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur concrètement les produits qu'on me propose, et ben je bascule sur la page Facebook et je vais voir un peu les différentes publications pour me rendre compte, est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui a l'air sympa, est-ce que les photos elles sont un peu plus détaillées, un peu plus spécifiques que sur le site. Donc il faut bien avoir en tête que les usages de Facebook aujourd'hui, ils sont comme ça. C'est vraiment, on consulte Facebook pour se décider aussi dans le choix de l'achat. Donc votre page, elle est essentielle pour ça. On a parlé tout à l'heure de l'image de marque. Ah, je vois qu'on a des petites annotations. Je ne suis pas sûre de pouvoir, si je fais annuler, rétablir. Ouais, c'est bon, nickel. On va les enlever pour celle-ci. Donc, il y a un point qui est vraiment essentiel dans cet esprit-là, dans cet esprit d'image de marque, c'est votre charte graphique. Là, j'ai pris des exemples des publications en vrac de l'ADI. Bon, alors là, il se trouve que c'est sur une page LinkedIn. Il y a aussi des contenus Instagram et vous avez un peu de publications Facebook. Mais ce que je veux surtout vous montrer par là, c'est que l'ADI, ils ont une identité qui leur est propre, avec leur logo quasiment systématiquement sur les publications, un code couleur qui est respecté systématiquement, ce qui fait qu'on les identifie super bien. Et donc, quand leurs publications sont diffusées à droite à gauche dans les réseaux, et ben, automatiquement, dans notre tête, quelque part, ça fait tilt, et puis on se rend compte tout de suite que ah oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui, c'est l'ADI, mais au fait, qu'est-ce que c'est l'ADI? Voilà. Et tout ça, ça va faire en sorte ça va vraiment servir votre entreprise de manière positive. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on part sur des bases un peu saines et solides, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir publier sur notre page? Parce que effectivement, ça prend beaucoup de temps. Effectivement, on n'a pas toujours l'inspiration. Effectivement, quand on vend, quand on est un bar ou un resto ou qu'on vend des bijoux, qu'on est fleuriste, bah forcément les belles photos, on va pouvoir en prendre assez facilement. Maintenant, quand on vend du service, bien sûr, ça va être un peu plus compliqué. Donc parfois, il faut essayer de faire en sorte d'être un peu créatif et j'ai bien conscience que c'est pas évident. En tout cas, ce que je peux vous donner comme piste, c'est d'essayer d'appliquer cette règle de répartition. C'est de se dire que 70% du contenu que vous allez publier sur votre page, c'est ce qu'on appelle du contenu de marque. Le contenu de marque, c'est du contenu à valeur ajoutée pour votre audience. Ça peut être des articles, des conseils, des événements qui tournent autour de votre thématique, de vos thèmes de prédilection. Donc là, je vous ai mis un exemple de Maréchal Fraîcheur, qui est un maraîcher, enfin, ils sont agriculteurs maraîchers dans la banlieue de Lyon et ils livrent des paniers de fruits et légumes en point relais. Donc, Maréchal Fraîcheur, je vous encourage à aller voir leur page, ils la gèrent vraiment très bien. Ils vont proposer des astuces pour conserver ces herbes aromatiques. Ils vont publier des idées de recettes à base de légumes anciens pour Noël. Ils vont publier des astuces anti-gaspillage et comment est-ce qu'on fait pour conserver les agrumes. Voilà, c'est vraiment ça la logique, c'est de se dire que vous allez partager des choses qui auront de la valeur pour votre audience, qui auront vraiment un intérêt. Et ça doit être la majorité de vos contenus. Ensuite, on va pouvoir, autant que possible, essayer de partager du contenu, c'est-à-dire des publications qui ont été faites sur d'autres pages, qui parlent pas forcément de vous, qui parlent de sujets toujours pareils, qui tournent autour de votre secteur d'activité. Et là, on a un exemple de Maréchal Fraîcheur qui partage une publication de la page Passion Bière.
Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même très en lien avec leur activité puisqu'il s'agit d'un de leurs points relais. Mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment faire en sorte de travailler en réseau. Facebook, c'est un réseau social et il faut vraiment penser ce terme de réseau social au sens propre et se dire que pour que ça fonctionne, il ne faut pas se contenter de partager de l'info, il faut aussi essayer d'interagir avec des partenaires et de mettre en valeur aussi le contenu de partenaires. Et enfin, les 10% restants, autant que possible, faut essayer de faire de l'auto-promo, mais de l'auto-promo qui soit un peu positif pour l'audience, c'est-à-dire l'annonce d'actualité, le partage de codes promo, la diffusion d'une nouvelle collection. Ça peut être aussi, voilà, on peut imaginer un tas de choses et ça dépend beaucoup des secteurs d'activité, donc je ne vais pas m'épancher plus que ça dans des exemples, mais il faut simplement se dire que si vous animez votre page en parlant uniquement de vos produits, de votre marque, de votre magasin, vous n'allez peut-être pas obtenir de très bons résultats parce qu'on est tous pareils. On n'a pas forcément envie de suivre une entreprise qui va parler toujours de la même chose. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de varier. Voilà, là par exemple, sur cette deuxième publication, on va avoir annonce des nouveautés avec panier veggie spécial pour Noël. Donc voilà, ça c'est de l'auto-promo qui est positif puisque finalement ça apportera vraiment quelque chose à l'audience puisqu'on est sur des idées cadeaux pour la période de Noël. Voilà, ça c'est pour les thématiques sur lesquelles vous pouvez, enfin les façons de prendre la parole sur votre page Facebook. Et il y a aussi une notion de fond, de forme qui va entrer en ligne de mire. Donc là, je vous ai mis de nouveau une publication de Maréchal Fraîcheur. Mais disons que les principales recommandations, c'est de faire en sorte de rédiger des titres qui auront de l'impact, de rédiger toujours des accroches pour que les gens s'arrêtent sur votre contenu. Il faut bien garder à l'esprit que les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, elles vont scroller. C'est-à-dire, scroller, ça veut dire faire défiler le contenu. On est sur son téléphone et puis on fait défiler avec le doigt comme ça. On n'est pas sur un réseau social pour lire vraiment. On est là, on navigue. Donc, il faut faire en sorte d'avoir des textes assez courts, assez succincts et assez clairs. Et donc, votre accroche, votre première phrase, ça va être l'élément le plus important. Il faut essayer, autant que possible, d'utiliser aussi un langage et un ton décontracté. Facebook, c'est le réseau sur lequel les gens ils y vont pendant les temps de pause, après le boulot, avant de s'endormir. Donc, c'est un réseau sur lequel ils veulent prendre du bon temps. Donc, c'est important même si vous avez un secteur d'activité sérieux, je ne dis pas qu'il faut s'exprimer comme un ado de 14 ans, mais simplement essayer d'avoir un langage qui soit humain. Faut éviter de s'adresser à sa communauté de manière trop littéraire, quoi. Il faut faire en sorte de soigner la présentation du texte et vous allez voir dans l'exemple qui va suivre qu'en faisant assez peu de choses, on arrive vraiment à avoir un texte beaucoup plus lisible. Et il faut faire en sorte de toujours, toujours, toujours terminer votre texte par un appel à l'action. Un appel à l'action, on appelle ça aussi un call to action en marketing. C'est simplement une phrase qui veut dire pour savoir plus, contactez-nous. Pour commander le produit, cliquez ici. C'est juste une phrase qui vient clore la publication et qui vient clore le message qu'on a à faire passer et qui vient dire à l'internaute, c'est ça que j'attends de toi. Et c'est vraiment important de l'expliciter parce que c'est comme ça qu'on va avoir de meilleurs résultats, tout simplement. Et puis, il faut faire attention, évidemment, au format des images. Il faut faire en sorte de penser aussi que les personnes utilisent beaucoup leur mobile. Donc, les photos en format paysage avec beaucoup de texte dessus, il vaut mieux oublier. Juste un exemple pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut améliorer un texte. Vous avez cette publication-là qui, sincèrement, fait quand même pas très très envie. Moi, j'ai pas tellement envie de le lire. Alors, c'est une publication que j'ai pris dans mon fil d'actualité qui colle un peu avec mes centres d'intérêt pro. Et vous voyez ce qu'il a fait, il a utilisé exactement le même texte, simplement il a ajouté des emojis. Il a ajouté des espaces, il a créé des paragraphes, voilà, et il a terminé par son appel à l'action avec un petit emoji devant. Lisez cet article sur mon blog pour tout savoir sur le retargeting Facebook. Voilà, ça, c'est vraiment une astuce toute simple, toute basique, qui peut vous permettre de vraiment gagner en lisibilité. Les emojis, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Ce n'est pas du tout perçu comme un manque de sérieux, c'est vraiment dans les codes des réseaux sociaux. Alors évidemment, il faut les utiliser avec parcimonie, mais là-dessus, n'hésitez pas à vous en servir. Et donc, pour conclure un peu progressivement cette partie sur le contenu,
Essayez de vous dire que votre mantra, c'est « soyez utile ». Racontez une ou des histoires, racontez l'histoire de votre entreprise, c'est ça que les gens attendent. Ce qu'ils veulent vraiment aujourd'hui, c'est de l'authenticité, c'est de voir des photos de personnes et essayer d'être humain le plus possible. Il y a des études qui montrent que les interactions, elles sont beaucoup plus nombreuses sur des photos qui contiennent des photos avec des gens. Si jamais vous publiez des photos avec juste de la nourriture ou des objets, eh ben, ça marchera moins bien que des photos avec des vraies personnes. Même chose, essayez d'éviter autant que possible les banques d'images. C'est pas très, ça se voit tout de suite en fait que ce ne sont pas des photos authentiques et ça, sur les réseaux sociaux, ça marche pas trop. Et puis, il faut faire en sorte que votre contenu ait un intérêt pour le lecteur, quel qu'il soit. Ça peut être émouvant, ça peut être inspirant, instructif, mais il faut vraiment faire en sorte de partager des choses qui seront utiles. Un dernier point pour parler de la viralisation, ce que les études nous ont montré aussi, c'est que la viralisation des contenus, elle est meilleure avec du contenu positif ou négatif. Tout ce qui est neutre, ça marche pas très bien. Des messages qui vont susciter des émotions, ça va fonctionner beaucoup mieux. Des actus et des infos nouvelles, évidemment. Et puis, ce que les gens recherchent vraiment sur Facebook, c'est aussi des publications drôles et décalées. Donc, il faut essayer d'intégrer ça dans sa ligne éditoriale d'une manière ou d'une autre. Il y a une méthode d'écriture qui peut vous aider, c'est la formule AIDA, qui est une technique de copywriting qui est utilisée par les publicitaires à l'origine pour créer des messages qui sont impactants. Et donc l'idée, quand vous écrivez votre texte, c'est de suivre cette trame. C'est 1, je fais en sorte de capter l'attention. 2, je suscite l'intérêt de mon audience. Je mets l'accent sur les avantages du client, j'interpelle la communauté, je montre un bénéfice spécifique. Ensuite, je fais en sorte de créer le désir, et ça passe beaucoup par l'image, puisque l'image, elle fait vraiment appel à l'émotionnel. Et enfin, comme on le disait tout à l'heure, il faut provoquer l'action, il faut amener l'internaute à interagir de quelque manière que ce soit. Un exemple, sur cette publication de Coup d'État, qui est une sorte de collectif qui fait des formations pour entrepreneurs, à la fois sur du web marketing, mais aussi sur des thématiques pure business. Ici, on va avoir une accroche qui attire l'attention et qui capte l'intérêt du public avec une question et puis un premier élément de réponse. Ensuite, on crée le désir en commençant à donner quelques éléments de réponse. Comment on fait pour bien pitcher son entreprise? Ça, c'est un premier conseil. Et si on veut aller plus loin, on incite à l'action et on dit la saison 1 de notre série Entreprendre est toujours dispo en vidéo sur toutes ces différentes plateformes. Et on illustre ça avec une vidéo. Bon là, ma capture d'écran rend pas honneur à la vidéo, mais en tout cas, voilà, cette technique, on la retrouve très bien ici. Pour autant, il n'y a pas de règle. Il y a les publications notamment du Bonbon où il y a généralement une seule ligne et ça fonctionne très bien parce que le fond est excellent. Voilà. Pour un message à caractère publicitaire, il faut faire en sorte de mettre en avant les bénéfices et les avantages concurrentiels. Entre ces deux publications, j'aime bien montrer cet exemple-là parce que pour moi, Food Cherry, c'est très réussi. Le message, il est clair, le visuel, il est très complet. On retrouve le logo dans l'image, on a un code couleur, une identité qui est respectée. On a une info sur les avantages clients, quoi. Déjeuner engagé, fait maison, livré en 30 minutes. On a un code promo. Pour moi, c'est hyper réussi. À l'inverse, Refinery 29, eh ben, nous sommes Refinery 29, votre destination pour un contenu inclusif et des nouvelles perspectives. Bon, sincèrement, j'ai trouvé que c'est un très mauvais exemple parce que je ne vois pas en quoi est-ce que ça va me donner envie de cliquer. Peut-être ça va attirer ma curiosité, mais en tout cas pour moi, c'est pas du contenu qui soit très réussi. Donc c'est un peu dans cette logique-là qu'il faut essayer de travailler. Je vois que le temps passe quand même assez vite. Ce que je vous propose, c'est que j'enchaîne un peu sur la suite et puis je prendrai vos questions à la fin. Comme ça permettra d'aborder l'ensemble des sujets. On va parler un peu de productivité. Maintenant qu'on a dit tout ça sur le contenu, alors il y aura encore un tas de choses à dire, mais disons qu'on a à peu près couvert les principales recommandations. Souvent, la remarque qu'on me fait, c'est chronologiquement, enfin, en termes de temps, c'est vraiment hyper compliqué à gérer, c'est beaucoup trop chronophage. Vous n'êtes pas obligé de créer tout votre contenu. Vous pouvez simplement utiliser la méthode qu'on appelle la curation de contenu.
Alors la curation de contenu, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de passer du temps sur les réseaux sociaux ou sur le web, de découvrir des contenus, d'enregistrer et de mettre de côté des contenus qui nous semblent intéressants et de les repartager ensuite derrière sur ses propres réseaux. C'est par exemple, le matin je me lève, je lis un article qui m'intéresse dans Le Monde et qui parle de mon secteur d'activité, et je le mets de côté et puis dans la semaine, je le repartage sur ma page Facebook en disant on a lu cet article, on a trouvé ça hyper intéressant, ça soulève tel et tel point, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, la curation de contenu, c'est simplement ça, et ça vous permet de ne pas construire et créer l'ensemble de vos contenus. Pour ça, il faut faire en sorte de mettre en place votre veille. Donc disons que c'est assez simple, hein, c'est simplement faire en sorte de suivre les pages de votre secteur. Il faut rechercher les thèmes et les mots-clés qui sont associés. Il faut identifier un peu les influenceurs de votre milieu. Et puis vous allez voir que vous allez voir un tas de contenu qui va vous tomber sur les bras. Il faut faire en sorte de surveiller l'actualité aussi. Là-dessus, vous pouvez créer des alertes par mots-clés avec Google Alerts. Il y a un outil de Google gratuit. Et puis ensuite, vous enregistrez les contenus. Alors, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser Pinterest, vous pouvez utiliser Evernote, vous pouvez utiliser votre barre de favoris. Bon, là-dessus, c'est vraiment libre à chacun de faire comme il préfère. Alors, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'on publie? Là non plus, il n'y a pas vraiment de règle. En fait, la seule règle, c'est de publier quand vos fans sont en ligne. C'est de publier de manière très logique. Si vous vous adressez à des clients qui travaillent, il faut faire en sorte de publier des contenus sur des moments de pause, plutôt en fin de journée ou les week-ends. Vous avez dans vos statistiques, dans vos statistiques de page, vous avez un menu qui vous montre quand est-ce que vos fans sont en ligne. Et là, ça vous montre précisément la courbe avec la période de connexion de vos fans. Il faut simplement faire attention parce que les horaires qui sont indiqués là, ça correspond au fuseau horaire du Pacifique. Donc, il faut faire la conversion, c'est très pratique. Mais en tout cas, ça vous permet de vraiment avoir une info concrète sur quand est-ce qu'il faut publier vos contenus. Ensuite, ce que je peux vous recommander, si vous travaillez en équipe, si vous avez des stagiaires, si vous êtes plusieurs à gérer la page, c'est d'essayer de planifier au maximum pour vous assurer que vous avez une bonne régularité. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité plutôt que la fréquence. Il vaut mieux publier une fois par semaine plutôt que 3 fois dans une semaine et puis plus rien pendant 2 semaines. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un contenu qui soit très varié et de suivre ça d'une manière très simple avec un tableau Excel, ça fonctionne sans problème. Vous avez aussi la possibilité de programmer vos publications directement dans Facebook. Alors là, les outils de Facebook sont en train d'évoluer. Vous avez ce qu'on appelle la suite Facebook Business qui est en cours de déploiement. Et dedans, vous avez une section outils de publication où vous pouvez programmer vos contenus en avance. Il y a notamment un bouton Instagram qui va vous permettre de programmer vos publications directement via cet outil sur votre compte Instagram. Alors, pour moi, c'est en cours de déploiement parce que quand j'ai essayé de m'en servir, ce n'était pas encore fonctionnel, hein. C'était encore un peu truffé de bugs. Mais voilà, essayez d'aller y jeter un œil dans cette suite business. C'est là où vous pouvez piloter un peu l'ensemble de vos publications. Vous avez aussi la possibilité de programmer avec ce qu'on appelle des agrégateurs de réseaux sociaux. Si vous avez plusieurs réseaux à gérer, ça peut être pas mal d'en utiliser un. Alors un des plus connus, c'est Hootsuite. Il y a Buffer aussi qui est très connu. Postfiti, c'est un outil que personnellement je connais moins. Agorapple, c'est un outil qui est très professionnel et qui est un peu plus cher. Bon, pour moi, quand on démarre, on n'en a pas forcément besoin, mais disons que ça peut être pratique, notamment pour faire de la programmation sur LinkedIn. Je vous montre simplement à quoi ressemble Hootsuite. Donc, ceux que je vous ai montrés, ce sont des outils qui ont des versions gratuites, avec 3 réseaux sociaux, notamment pour Hootsuite, pour Buffer, etc. Et en fait, vous allez avoir dessus différents flux de contenu. Vous allez associer vos pages. Donc là, on a l'association des pages Facebook, Twitter et LinkedIn. Et vous allez pouvoir suivre ce qui se passe au niveau de l'accueil, ce qui se passe au niveau des mentions de votre compte, ce qui se passe au niveau de vos propres publications. Voilà. Et vous avez la possibilité d'écrire des publications. Voilà, ça ressemble à ça sur Hootsuite. Et vous pouvez mettre vos photos, vos vidéos,
Alors simplement pour taguer les partenaires, c'est pas très bien fait, mais enfin, ça peut quand même dépanner si jamais on a besoin de faire de la programmation sur plusieurs réseaux en même temps. Il y a 2 applis que je peux vous conseiller pour gérer votre page Facebook, H24 et facilement. Il y a l'appli Facebook Pages Manager qui est bien plus sympa pour, gérer sa page que l'appli Facebook de base. C'est vraiment un outil dédié à la gestion de votre page, donc c'est quand même vachement plus agréable de l'utiliser. Et puis il y a la suite aussi Facebook Analytics, si vous avez envie de suivre vos stats, assidûment. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé parce que c'est pas quelque chose qui me passionnait beaucoup. Voilà, et puis on va, avant de passer à la pub, 2 mots simplement sur les statistiques. L'idée, c'est simplement de vous dire qu'il faut faire attention, au nombre d'abonnés. Souvent, cet indicateur-là qu'on va suivre, non-stop de manière un peu frénétique. L'essentiel, c'est pas tellement le nombre d'abonnés, c'est plutôt l'engagement de votre page. Sur cet exemple-là, alors ça a été coupé, mais à gauche, sur la page Coca-Cola, on a 200 interactions sur la publication. À droite, on en a 1000. On a un nombre d'abonnés qui est bien différent. On en a plus de 100 millions sur la page de gauche et 50 000 pardon, sur la page de droite. Bah, la publication qui sera la plus efficace, ce sera celle de droite parce que l'engagement sera bien meilleur. Voilà, pour mesurer le taux d'engagement, on calcule simplement le nombre total d'interactions sur une publication, on le divise par le nombre de fans de la page, on multiplie par 100 et c'est ça qui va nous donner le taux d'engagement. Bon, généralement, c'est 9%, c'est déjà haut. Pour une entreprise, c'est généralement beaucoup plus bas, le taux d'engagement. Donc, c'est simplement se dire, attention, il faut mettre les choses en perspective. Un peu de jargon pour lire vos statistiques. Alors, quand on parle de fans, on va parler des abonnés, des followers, des mentions j'aime. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est les personnes qui sont abonnées à votre page. Quand on parle de croissance, on va parler de l'augmentation du nombre de fans dans une période donnée. Quand on parle d'interaction, on parle à la fois des clics, des commentaires et des partages. Quand on parle d'impression, on parle simplement du nombre de vues du contenu ou alors de vues de la page. Quand on parle de couverture, on parle du nombre de personnes touchées. Quand on parle de portée organique ou de reach, c'est ce qu'on a vu en introduction, on parle du nombre total de personnes qui ont vu une publication non sponsorisée, c'est-à-dire sur laquelle on n'a pas mis d'argent. Donc c'est ça qu'on appelle le reach. Et le ciblage, ça va être l'audience à qui on s'adresse. C'est l'ensemble de personnes à qui on veut s'adresser. Et quand on va booster la publication, ça veut dire quelque part faire de la pub, ça veut dire mettre de l'argent sur cette publication pour qu'elle soit un peu plus diffusée. Et ça, on va en reparler juste après. Hop. J'enchaîne pour vous montrer simplement 2 tableaux de bord. L'idée, c'est de se dire que c'est pas mal de suivre l'évolution de votre page dans le temps avec un tableau de bord. Alors là, c'est un modèle qui est très complet, voire trop complet, où on a voulu suivre un peu tous les indicateurs. Ce que je vous recommande plutôt de faire, c'est simplement de suivre un indicateur. Par exemple, vous suivez votre nombre d'abonnés et puis vous vérifiez que ça augmente de manière constante. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est de mettre en perspective ces chiffres avec vos résultats commerciaux et avec vos autres actions. Ce qui est pas mal, c'est de suivre le nombre de visites que vous avez sur votre site web, de mettre ça en perspective avec le nombre de visites sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va avoir un intérêt. Et je veux qu'on termine, qu'on ait le temps quand même de parler de la pub avant de passer à vos questions. Ce que je veux vous dire par là, c'est que au bout d'un moment, quand on a fait tout ce qu'on a pu sur sa page Facebook, on a beau avoir le meilleur contenu du monde, quand on a fait un peu tous les efforts possibles pour rendre sa page plus attractive et plus virale, plus développée, ben, on n'a pas d'autre alternative que de passer à de la publicité. Alors, la publicité sur Facebook, là encore, c'est un vaste sujet. On va l'évoquer rapidement. On a des webinaires qui sont spécialement dédiés à ce sujet-là. C'est une opportunité à saisir, ça c'est clair, parce que l'audience, elle est gigantesque. Le ciblage, il est extrêmement précis. Vous avez de nombreuses options qui vous permettent de dire, moi je crée une publicité et je veux cibler les personnes qui ont tel âge, qui sont à tel endroit et qui ont tel centre d'intérêt. Et c'est une bonne alternative à la baisse du reach organique dont on parlait tout à l'heure.
Pour autant, attention, toutes les activités ne s'y prêtent pas forcément. Il faut essayer de penser retour sur investissement et puis il faut être prêt à piloter un peu tout ça, quoi. Être prêt à surveiller les indicateurs et pour que ça fonctionne, il faut aussi mettre un peu de budget dedans. Il y a une différence entre booster une publication et créer une publicité. Dans le sens où, en fait, quand vous allez avoir votre publication, vous avez sûrement déjà vu, Facebook vous propose de booster vos contenus. Alors, c'est une forme de publicité, on est d'accord, hein. L'idée, c'est simplement, quand vous boostez, vous allez dire, OK, alors l'objectif que je veux atteindre, c'est de faire en sorte que les gens viennent visiter mon site. Mon bouton, je vais l'appeler En savoir plus. Je vais définir mon audience ici. Mais les puristes vous diront que ça, c'est pas la solution idéale et qu'il vaut mieux créer une publicité avec le gestionnaire de publicité Facebook, qui est un outil spécialement dédié à ça. Booster une publication, c'est très bien quand vous avez un événement à promouvoir, quand vous avez un code promo à faire tourner à votre communauté. Par contre, si vous voulez faire de la vraie acquisition de clients, il vaut mieux créer une pub pour de vrai dans le gestionnaire de publicité. Disons que c'est un usage un petit peu plus professionnel de l'outil. Alors, le gestionnaire de publicité, il ressemble à ça. Vous pouvez y accéder soit directement depuis votre espace Facebook, soit vous tapez gestionnaire de publicité et vous allez arriver dessus. Ce qu'il faut pour l'utiliser, c'est un compte Facebook professionnel, donc un compte entreprise que vous allez créer ou pas, hein. D'ailleurs, là, avec toute la restructuration Facebook, ce qui est absolument essentiel, c'est d'avoir un compte publicitaire. Pour créer des publicités, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte entreprise. Je trouve que c'est mieux, mais vous allez vite vous embarquer dans des choses un peu plus compliquées. Donc, grosso modo, quand vous allez rentrer dans le gestionnaire de publicité, on va vous dire, OK, si vous voulez créer une publicité, il faut vous créer un compte publicitaire. Donc, ça va simplement être un compte dans lequel vous allez renseigner vos informations de facturation pour Facebook. C'est assez simple, hein, Facebook vous guide tout au long du process et vous allez arriver dans une interface qui va ressembler à celle-ci. Quand vous allez vouloir créer votre campagne de publicité, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une structure qui est bien spécifique. D'abord, vous allez créer votre campagne. Donc la campagne, c'est la grande entité qui va vous permettre de créer vos pubs. Donc quand vous créez votre campagne, vous allez choisir votre objectif marketing. Est-ce que vous voulez faire de l'acquisition de clients? Est-ce que vous voulez faire simplement de la notoriété? Ça se gère à ce stade-là. Ensuite, Facebook va vous dire, OK, maintenant vous allez créer un ou plusieurs ensembles de publicités. Votre ensemble de publicités, il va vous permettre de choisir votre audience. Donc, vous allez définir des critères d'âge, de sexe, de géolocalisation. Et vous allez choisir vos emplacements. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, dans Messenger, etc., etc. Et ensuite, vous allez définir votre budget et puis votre calendrier de campagne. Et c'est ensuite que vous allez pouvoir créer une ou plusieurs publicités où vous allez choisir votre format. Est-ce que vous mettez une image, une vidéo? Est-ce que vous mettez plusieurs images? Vous allez écrire votre texte et vous allez choisir votre URL et l'ensemble des messages. Concrètement, ça ressemble à ça. Vous allez être dans une sorte de tunnel comme ça. Donc là, vous voyez, il me demande de créer mon compte publicitaire entre campagne et ensemble de publicités. Et donc, c'est comme ça, Facebook va vous guider au fur et à mesure dans la création de votre publicité. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est important de bien travailler le ciblage de votre audience. Quand vous en êtes à ce stade-là, il faudra faire en sorte de créer une audience bien spécifique. Et surtout, j'insiste, travaillez bien les centres d'intérêt des personnes que vous voulez cibler parce que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Voilà, et vous allez avoir un système d'enchères qui va définir l'affichage, c'est-à-dire que vos publicités, elles seront mises en concurrence pour des emplacements limités. Vous êtes en concurrence avec d'autres annonceurs et c'est ça qui va faire que vous allez payer plus ou moins pour vos publicités. Le vocabulaire à connaître pour démarrer, c'est simplement le terme de placement. Donc les placements, ça correspond aux emplacements, c'est les espaces de diffusion, c'est Facebook, c'est Messenger, c'est Instagram, les stories, etc. etc. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de coût par clic ou CPC.
Ça, c'est un indicateur qu'on va beaucoup utiliser avec Google Ads, mais sur Facebook, on va l'utiliser dans les résultats de nos campagnes pour évaluer un peu la rentabilité de nos actions. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on va l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper si vous démarrez la publicité. Vous avez simplement à suivre un peu le cheminement de Facebook, step by step. Et si on résume, en gros, c'est ça. C'est je choisis mon objectif de campagne, je choisis ce que je veux faire avec ma campagne de pub. Ensuite, je lui donne un nom. Après, je donne un nom à mon ensemble de publicités. Bon, si vous donnez le même nom, ce sera très bien. Ensuite, vous configurez votre audience en définissant qui sont les personnes que vous voulez atteindre. Ensuite, vous sélectionnez vos placements publicitaires. Vous définissez votre budget. Facebook n'ira jamais au-delà du budget que vous lui avez indiqué. Et ensuite, vous allez sélectionner vous allez créer votre publicité avec des images, des vidéos et du texte. Il y aurait encore un tas de choses à dire sur la pub, mais en tout cas, ça, c'est ce que vous devez savoir pour démarrer. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez un tas de ressources qui sont proposées dans Facebook. Vous tapez l'URL facebook.com/business ou vous tapez simplement Facebook Business sur Google, ça marchera aussi. Et vous verrez que vous aurez un tas de ressources qui sont proposées et Facebook vous explique tout de manière assez claire parce que c'est dans son intérêt. Hein. L'idée, c'est de vous faire dépenser de l'argent. Voilà. Il nous reste